je suis de la Haute-Corrèze et je vois ce que sont devenus les centres-villes de la Haute-Corrèze, que ce soit à Mémac, que ce soit à Neuvic et à Ussel. C'est terrifiant, c'est mort. Avec les collectivités locales, on va acheter les murs des commerces qui sont en difficulté pour pouvoir donner aux commerçants un loyer qui est un loyer inférieur au loyer de marché, de façon à revitaliser le commerce. Il ne faudrait pas croire que tout d'un coup, Amazon serait le grand méchant. Ça aussi, c'est très simpliste et très démagogique, et que les petits commerces seraient les petits gentils. Amazon, c'est aussi utile pour beaucoup de personnes qui l'utilisent, notamment quand ils n'ont pas des commerces de proximité. Le gouvernement poursuivra ce qui a été fait il y a quelques années par Jacqueline Gouraud avec le plan d'action Cœur de Ville et Petites Villes de demain pour sauver et surtout développer le commerce de centre-ville. Bonjour à tous. Des volets baissés, des façades décrépies, le sentiment que la vie s'est arrêtée, la France est marquée depuis 20 ans par une perte de dynamisme des centres-villes. En cause, l'installation de grandes surfaces en bordure des métropoles, le développement des achats en ligne, mais aussi de nouvelles pratiques de consommation. Entre 2004 et 2024, le nombre de magasins vides en centre-ville a doublé, passant de près de 6% à 10,85%, avec une franche accélération avec la pandémie de Covid-19. Dans ce nouveau numéro de Dialogue Citoyen, 5 Français vont témoigner de l'impact de ces fermetures. Bonjour à tous les 5, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Avec vous, nous allons faire un tour de France, que vous viviez dans un centre-ville où tout a fermé ou que vous luttiez pour y maintenir une activité, avec ces questions au cœur de ce débat. Comment ces fermetures de petits commerces affectent nos vies quotidiennes? L'achat sur Internet n'a-t-il vraiment que des inconvénients? Et quel levier pour garder un centre-ville dynamique dans nos communes en France? Pour commencer, nous allons dans le Finistère, à Pont-de-Buis, retrouver Jean-Claude Ducarrois. Bonjour Jean-Claude, vous êtes retraité et vous habitez dans une commune de 3000 habitants. Le dernier commerce alimentaire y a fermé récemment. Jean-Claude, avant de vous entendre, on va voir une petite vidéo que vous avez tournée pour nous. J'habite Pont-de-Buis, en Bretagne, et je suis inquiet de voir que tous les commerces disparaissent dans la ville. Il ne reste plus qu'un boulanger ouvert à mi-temps, un bureau de tabac, timbre, etc. Que va devenir notre ville ? Bonjour Jean-Claude, alors racontez-nous, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça a été brutal, cette fermeture de commerce en centre-ville? Bonjour. Oui, ça a été assez brutal, il faut reconnaître. On a su que Casino ne devait pas rester ouvert très très longtemps, parce que, connaissant le problème, mais la fermeture est arrivée tout d'un coup, sans qu'on soit informé, puisque même le personnel n'était pas au courant. Et oui, et dans votre témoignage, on vous sent accablé lorsque vous voyez les images de votre ville, de ce qu'elle est devenue. Les propriétaires n'ont rien expliqué, il n'y a pas eu de négociation avec eux? Il y a peut-être eu des petites négociations avec les gens qui travaillent dans le commerce, mais autrement, au niveau de la population, on savait qu'il y avait des problèmes avec Casino, mais on n'avait aucune vision sur la durée de maintien de ce commerce. Alors concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour vous, Jean-Claude? Ce que ça a changé, et ce que ça change énormément, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas Internet ou qui ne savent pas l'utiliser Internet. Et puis, on est un petit peu isolé du monde extérieur. Oui. On a des villes voisines qui sont de moyenne importance, et même là, on s'aperçoit que ça ferme. Je vois, nous, dans notre commune, on n'a plus rien du tout. Et puis, je vois dans la ville qui se trouve à 10 km, il n'y a plus de banques, les banques sont fermées. Les impôts, il faut faire 80 km. Les spécialistes médicaux, il faut faire 80 à 100 km. Ça devient dramatique pour tout le monde. Oui. Donc pour faire vos courses, vous devez prendre votre voiture, faire plusieurs kilomètres. Vous avez 80 ans, ça vous inquiète, c'est bien ça? Ça m'inquiète parce que moi encore ça va, j'ai un peu de vitalité, mais c'est pareil, on se pose la question, est-ce que le permis de conduire va pouvoir nous rester pendant quelques années encore? On ne sait pas. Donc comment faire après? Et alors pour les personnes qui n'ont pas de véhicule, c'est là encore plus compliqué.
c'est la catastrophe. Là, on s'aperçoit que les personnes sont presque obligées de voir avec leurs voisins, est-ce que vous n'allez pas en ville pour nous accompagner, pour qu'on puisse faire des courses? C'est quand même pas logique, c'est pas normal, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ouais. Ce qui vous manque le plus, c'est de pouvoir faire vos achats dans le centre-ville, ou c'est aussi la vie quotidienne, le dynamisme de ce centre-ville? Bah, il y a un peu l'ensemble, hein, puisque aujourd'hui, si vous avez besoin de quelque chose, de toute façon, il faut prendre son véhicule et puis faire des kilomètres. Et c'est la seule solution. Alors, il n'y a plus rien qui bouge. Les gens, le soir, une fois que les usines sont fermées, à partir d'une certaine heure, eh bien, vous n'avez plus rien du tout. Les gens restent chez eux. Même des enfants, on n'en voit même plus d'enfants. On ne sait même pas s'il y a beaucoup d'enfants dans la commune. Et on l'a dit, hein, c'est une commune de 3000 habitants où vous vivez, Jean-Claude. Oui. Merci pour ce premier témoignage. J'accueille en plateau 3 sénateurs qui vont pouvoir réagir comme cela tout le long de l'émission au témoignage des citoyens. Bonjour Jean-Marc Delia, sénateur Les Républicains des Alpes-Maritimes, membre de la commission de l'aménagement du territoire. Avec nous également Nicole Bonnefoy, bonjour. Vous êtes sénatrice socialiste de la Charente. Vous avez co-signé un rapport Petite ville de demain, mettre l'avenir au centre. C'est publié le 15 octobre dernier. Et avec nous également Bernard Delcros. Bonjour Monsieur Delcros, sénateur centriste du Cantal et président de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat. Une réaction, Monsieur Delcros, à ce que vient de dire Jean-Claude, cette catastrophe qu'il raconte? Oui, ce témoignage, j'ai envie de dire, me touche. Encore, la commune est importante, garde un certain nombre de commerces. Mais moi, j'ai été maire d'un petit village du Cantal, vous l'avez rappelé, d'une commune de 400 habitants. Et la question du commerce, je mesure de près comme elle est essentielle en termes de service à la population, mais aussi en termes de vie sociale, d'échanges entre les habitants. Et le commerce et les services en général, c'est le cœur de l'attractivité des territoires. Donc je pense qu'il y a quand même des politiques à mettre en place, à la fois locales et nationales, pour reconquérir le commerce de centre-ville. On pourra en reparler. Bien entendu. Nicole Bonnefoy, on le voit, c'est la vie quotidienne des gens dont on parle avec ce sujet. C'est pas du tout anecdotique. C'est vrai que c'est angoissant pour les personnes et nous vieillissons de plus en plus, donc comment on vit dans nos campagnes. Et donc ça passe bien sûr par les services qui peuvent y être développés, le service de santé en premier lieu, hein, l'accès aux soins, et puis ensuite, bien évidemment, tout le reste. Là, on parle des commerces, donc les commerces et aussi l'alimentation, même si j'imagine vous avez peut-être des fermes où vous pouvez vous approvisionner en local, je ne sais pas. Jean-Claude, votre maire, qu'est-ce qu'il vous a dit? Comment est-ce que ça s'est vécu au niveau des élus locaux? Je pense que c'est mal vécu dans le sens où on est au courant de rien du tout. Je vous parlais de la communauté de communes, très bien la communauté de communes, mais les principaux responsables de la communauté de communes sont déjà à 40 km de chez nous. Donc on n'a aucun contact. Le maire, simplement pour le voir, il faut prendre rendez-vous et puis il faut attendre 15 jours à 3 semaines. Donc on n'a aucune information et c'est ça que je déplore. On en revient à ce débat sur les grandes intercommunalités, ces grandes communautés de communes où voilà, l'action publique se perd aussi. Jean-Marc Delia, une réaction à ce témoignage, cet abandon, notamment qui est ressenti de la part des élus locaux, et aussi cette place de la voiture aussi, ça nous intéresse maintenant pour consommer. Bonjour Jean-Claude. Écoutez, je comprends parfaitement votre désarroi, parce que c'est un véritable désarroi. Quand un commerce ferme dans une commune, c'est un peu le cœur qui bat d'une commune qui s'arrête un peu. Et c'est vraiment une véritable problématique, parce qu'on le voit sur beaucoup de territoires, hein, où justement ces commerces ferment. Quelquefois, ça se fait de manière comme ça, très brutale, ce qui est difficile, puisque on a pu le voir dans certaines communes, lorsqu'il y a une information, il y a une forme de solidarité aussi qui peut se mettre en place. Et les élus locaux peuvent faire quelque chose, ils peuvent s'opposer par exemple à cette fermeture quand elle est brutale. Il peut y avoir une négociation, un dialogue. C'est ce qui se fait souvent, c'est pour ça que je comprends qu'on ait parlé, qu'on ait posé la question de savoir comment réagit le maire. C'est quelquefois l'élu local, c'est vraiment le partenaire du commerçant. Et ça se passe comme ça, il y a vraiment un lien, puisque c'est vrai que tout le monde ne peut pas prendre la voiture, ça devient de plus en plus problématique. Et on parle aussi des vieillissements de la population, des désertifications médicales. Et il faut vraiment qu'on arrive à maintenir du service pour maintenir les populations aussi dans leur domicile.
Et ça, c'est vraiment important. Bernard Delcros, vous êtes d'accord pour dire que ça touche maintenant de très très nombreux départements en France, ce phénomène. C'est pas du tout marginal, réduit à, voilà, le centre de la France ou des départements ruraux? Oui, ça touche tous les centres-villes, les centres-bourgs et tous les territoires. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de fatalité à la dévitalisation des cœurs de ville et des cœurs de bourg et même des petites communes rurales. Je pense qu'il y a des politiques à mettre en place de reconquête du commerce, que ce soit à toutes les échelles. Ça peut aller du petit village au centre-bourg jusqu'à la ville moyenne ou grande ville notamment. Mais il faut pour cela remplir plusieurs conditions. Un, il faut qu'il y ait une volonté politique locale. Ce qui manque visiblement ici, dans le Finistère. Ça, je ne sais pas, je ne porterai pas de jugement là-dessus. En tout cas, il faut une volonté politique locale. Il faut des dispositifs nationaux d'encouragement. Il en existe, peut-être faut-il les compléter. Ensuite, quand on réouvre un commerce, il faut trouver les bons porteurs de projets. Et ça, c'est quand même les gens qui font les choses, au bout du compte. Donc, il faut les bons porteurs de projets. Et puis derrière, il faut que les gens jouent le jeu. Quand vous réouvrez une épicerie ou vous créez une épicerie dans un petit village, s'il y a à côté une cantine scolaire, eh bien, c'est mieux que la cantine scolaire, que la commune s'approvisionne dans l'épicerie du village. Il faut aussi que les gens jouent le jeu. Il faut que toutes ces conditions soient réunies, mais si ces conditions sont réunies, oui, on peut gagner le pari de la reconquête des commerces dans les territoires. Et on entend voilà, votre volontarisme, Monsieur Delcros. Alors en amont de cette émission, les citoyens ont préparé des questions qu'ils voulaient vous poser. Jean-Claude, est-ce que vous pouvez nous poser la vôtre, s'il vous plaît? Alors, comment on peut pallier à cet éloignement des commerces pour le public qui ne peuvent pas se déplacer en voiture et qui n'ont pas Internet ou qui ne savent pas utiliser Internet? Voilà, une question très concrète, Madame Bonnefoy. Comment est-ce qu'on fait lorsque la personne ne peut pas prendre sa voiture? Est-ce que vous avez une solution? Alors, en vous entendant, Jean-Claude, je pensais à l'installation de toutes ces grandes surfaces un peu partout qui ont, avec des zones commerciales très importantes, et ça, ce sont beaucoup d'erreurs qui ont été faites et certaines qui continuent de l'être et qui ont tué un commerce local ou le commerce de cœur de ville. Parce que les commerçants, je pense, alors je ne sais pas pourquoi le dernier commerce a fermé chez vous. Est-ce que c'est quelqu'un qui partait à la retraite ou est-ce que c'est quelqu'un qui n'arrivait plus à vivre de son commerce? Parce que, évidemment, pour qu'un commerçant reste, il faut qu'il puisse vivre de son commerce. Ça signifie par conséquent qu'il faut que les gens viennent consommer. Oui. Et malheureusement, on le voit dans nos communes, il y a beaucoup de gens qui prennent la voiture pour aller consommer ailleurs. Allez, justement, on va aller parler avec un commerçant. Direction le Puy-de-Dôme pour écouter notre deuxième témoignage. Nous allons rencontrer Philippe Seigneur. Bonjour Philippe, vous êtes fromager depuis 31 ans dans la ville d'Ambert. Vous cherchez à vendre votre commerce car vous partez bientôt à la retraite, mais vous avez des difficultés à trouver un repreneur. Alors avant d'en parler avec vous, on va voir quelques images de votre fromagerie que vous avez tournées pour nous. Fromager à Ambert depuis 31 ans. Cela fait 2 ans que je cherche à vendre mon commerce, sans succès, malgré un commerce qui fonctionne bien, qui est dans un pays de fromage dans le Puy-de-Dôme, la Fourme d'Ambert. Ouais, Philippe, racontez-nous. Vous avez fait appel à plusieurs agences, mais elles ne parviennent pas à trouver un repreneur pour votre commerce. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'explications, mais je n'ai eu en 2 ans qu'une personne qui a porté de l'intérêt au commerce, malgré que ce soit un commerce qui fonctionne et qui est dans une zone, les gens viennent chercher la Fourme d'Ambert chez nous. Bien sûr. Donc avec tous les autres fromages de la région, dont le Cantal. Ouais. Et vous le dites, c'est un commerce qui existait depuis 1910. Depuis 1910. Oui, c'est ça. Et maintenant, il y a de grandes chances pour qu'il ferme, vous le croyez ? Malheureusement, je n'ai qu'une personne qui porte de l'intérêt, c'est tout ce que j'ai dans l'immédiat et qui traîne depuis pratiquement 1 an, savoir s'il veut acheter, s'il ne veut pas acheter. Oui. Donc, est-ce qu'il faudrait que les aides potentielles soient plus regroupées, que les gens puissent avoir des informations plus facilement et acceptent de faire aussi un certain nombre d'heures de travail. Alors, comment est-ce que vous expliquez que les gens ne veuillent pas reprendre votre commerce? C'est qu'ils sont découragés par le fait qu'il y a d'autres commerces qui ont également fermé depuis 1 an et demi? En quelques années, il y a une dizaine de commerces qui ont fermé sur Ambert.
Et que ce soit de l'habillement, de l'esthétique, il y a une dizaine de commerces. Il y a des commerces qui ont ouvert également, mais bon, qui font des fois plutôt doublon avec ce qui existait déjà et pas quelque chose de complémentaire. Une réaction en plateau, Bernard Delcros. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Oui, Philippe? alors d'abord, les images des différents fromages que j'ai vus dans le magasin de M. Seigneur me parlent. J'ai même repéré du Cantal ou du Salaire, je ne sais pas trop. Donc, ce qui est quand même dommage dans ce cas-là, c'est qu'on a une activité, parce que souvent dans les petits commerces ruraux, là on est dans une sous-préfecture, donc une ville un peu plus grande, mais souvent dans les petits commerces ruraux, le problème est la viabilité économique du commerce. Là, si j'entends bien, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il n'y a pas de problème de viabilité économique. C'est-à-dire qu'avec votre commerce, vous gagnez votre vie normalement et vous n'arrivez pas à retrouver de repreneurs. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. On va faire réagir Philippe dans un instant, mais Monsieur Delia, on pense à ce patrimoine gastronomique français. C'est un peu une part de ça aussi qui pourrait être perdue si ce commerce fermait. On voit l'importance de ce type de commerce en centre-ville, mais qui plus est, c'est un métier. C'est aussi l'interrogation sur la formation, l'apprentissage, de pouvoir avoir vraiment un lien aussi avec des écoles de formation pour pouvoir trouver aussi des jeunes qui peuvent s'installer parce que c'est un métier. Et en même temps, on voit un commerçant qui fait son travail et qui a besoin aussi d'un réel soutien pour aller rechercher un repreneur. C'est pas évident en même temps de maintenir son commerce et en même temps de trouver des solutions pour aller chercher. Vous pensez que c'est les conditions de travail aussi qui peuvent faire que c'est inquiétant pour quelqu'un qui s'installe, un jeune. C'est beaucoup d'heures. Après, moi je suis fils de commerçant dans le centre-ville. Je sais le nombre d'heures que ça peut représenter, l'investissement personnel que ça peut être. Et quelquefois, ça peut faire peur, alors qu'il y a beaucoup de systèmes maintenant qui changent les choses, qui leur permettent vraiment d'avoir un véritable confort aussi dans le cadre de leur travail. Mais il faut vraiment que les pouvoirs publics, c'est ce que disait mon collègue, accompagnent aussi à la reprise. Philippe Seigneur, un mot. Vous pouvez profiter en plus de cette antenne pour passer un message et pour passer un appel. C'était en réalité une reconversion professionnelle il y a 30 ans. Donc, sans formation particulière, j'ai travaillé dans le commerce, mais sans formation particulière sur le fromage, mais c'était un produit que j'aimais beaucoup et que je connaissais bien. Donc, ça s'est bien passé parce que c'est un produit que j'aime et pour bien travailler, il faut aimer ce qu'on fait et ce qu'on vend. Et donc, c'est déjà une chose, je pense, une chose importante. Et il y a maintenant le syndicat du fromage qui propose des formations pour devenir fromager. Alors, vous pouvez profiter de notre antenne pour passer un appel. Quel est-il aujourd'hui? Comment est-ce que vous passeriez ce message? Je recherche avant cette boutique qui a beaucoup progressé en une trentaine d'années, qui a des produits variés, qui a l'avantage d'avoir des affinages différents pour beaucoup de produits, donc qui permet aux gens de trouver ce qu'ils aiment. Et alors, en préparant cette émission, vous avez préparé une question pour nos sénateurs. Quelle est-elle, s'il vous plaît? Alors, comment limiter l'extension des zones commerciales hors des centres-villes? Madame Bonnefoy, alors, pas une question évidente, mais quels sont les outils que vous pouvez mobiliser? Déjà, bonjour Philippe, je vous ai écouté. Vous revendez votre commerce parce que vous voulez arrêter Retraite, Vous partez à la retraite, c'est ça. D'accord. Donc, vous arriviez bien à vivre de votre commerce, c'était pas le sujet. Sans problème. D'accord. Et donc, sur des produits de qualité, est-ce que vous travaillez avec la restauration collective? Est-ce que, par exemple, dans les écoles, etc., vous fournissiez? Non, parce qu'ils achètent directement. Ça, c'est dommage. Je pense que sur des produits locaux, il y a probablement, il y a la possibilité pour les collectivités de faire rentrer dans les cantines, dans la restauration collective, dans les maisons de retraite, etc.,
des produits de qualité, y compris des produits locaux, au travers des plans alimentaires territoriaux. Dans mon département, on en porte un à l'échelle départementale et les collectivités en portent. Ça, c'est très important. Maintenant, pour revenir aux grandes surfaces, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut aussi éduquer le consommateur. Et ça passe d'ailleurs par, y compris, éduquer les enfants sur le bien manger, la proximité, etc. Et- Et c'est une façon de lutter contre l'achat dans les grandes surfaces. Et il y a des commissions départementales, Monsieur Delcros, CDAC, normalement, qui doit réguler, avec sous l'égide du préfet, ces nouvelles créations de grandes surfaces. Oui, on l'a constaté partout, à partir des années 80, 90, 2000, les politiques publiques locales, mais encouragées aussi par les politiques nationales, ont conduit à créer des zones commerciales en périphérie des villes. Et franchement, ça a été un élément tout à fait néfaste pour le commerce On s'en mord les de doigts centre-ville. maintenant. Mais ça a été fait. Donc aujourd'hui, ça a été fait, on ne va pas revenir dessus. En revanche, il y a des politiques à mettre en place, je le redis, pour reconquérir le commerce de centre-ville. Mais là, on a un exemple, c'est quand même incroyable, d'une activité qui est économiquement viable. Donc c'est une question de mise en relation avec le commerçant qui prend sa retraite, de mise en relation avec des repreneurs potentiels et de bien faire connaître les aides qui existent pour la reprise d'un commerce comme celui-là. Il en existe. Donc je pense qu'il ne manque pas grand-chose, en fait, pour que M. Seigneur puisse trouver un repreneur. Je pense que c'est on possible. suivra ce dossier. Et Philippe, on espère que vous retrouverez un repreneur et que ce témoignage dans notre émission a peut-être aussi participé à la visibilité effectivement de votre offre et que vous pourrez trouver comme cela un repreneur. La fermeture des commerces de centre-ville est directement liée également à l'explosion des achats en ligne. Les plateformes internationales qui représentent aujourd'hui 22% des colis livrés par la Poste alors qu'elles ne pesaient que 5% il y a encore 5 ans. Pour en parler, nous retrouvons Thomas Martinet. Bonjour Thomas, vous avez 20 ans et vous êtes étudiant. Vous faites vos courses sur Internet. Avant de vous écouter, on va voir une courte vidéo que vous avez tournée pour nous. Alors voilà, j'ai travaillé toute la journée et je me rends compte que j'ai besoin d'un manuel très spécifique en fait pour mes révisions de partiels qui approchent. Donc tout simplement, je vais sur le site de mon marchand préféré et sur le site de ce marchand, je tape le nom du manuel en fait tout simplement et il apparaît même pas premier dans la liste, donc j'ose même pas imaginer en boutique, je le trouve et je l'achète directement ici, click and collect ou livraison. C'est tout simple, ça m'a pris 20 secondes et je sais que je l'aurai dès demain. Merci Thomas de nous avoir rejoints dans ce débat. Une petite question pour commencer. Est-ce que vous vous sentez concerné par ce débat autour de la fermeture des commerces en centre-ville ? Personnellement, oui, énormément. Puisque, en fait, tout d'abord, j'ai de la famille qui habite beaucoup en campagne, notamment dans Lyon. Et j'ai aussi une grand-mère qui n'a pas accès à Internet en particulier et donc ne commande pas. Donc oui, évidemment, c'est un sujet qui me touche. Mais pour vous, vous le dites, c'est maintenant 100% de vos achats que vous faites en ligne. C'est vraiment une part énorme. Alors, en fait, il y a une grosse exception, ça va être l'alimentaire. Parce que pour des raisons assez évidentes, c'est plus simple de faire ses courses quand on a un grand magasin comme j'ai chez moi à côté. Mais par exemple, ça m'est déjà arrivé de faire des courses sur Internet. Bon, c'est des cas très spécifiques où on est sur des timings assez serrés et une assez mauvaise organisation personnelle, évidemment. Mais voilà, donc des courses sur Internet, ça a pu arriver 1 ou 2 fois quand j'étais étudiant sur Paris. Mais aussi, il y a un truc sur l'alimentaire qui est important de noter, c'est que si on pouvait commander chez les petits producteurs en ligne, je le ferais probablement. Oui. Et alors, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? C'est ce que vous montriez dans la vidéo, l'achat d'un manuel, mais aussi l'achat de vos vêtements. De quoi est-ce qu'on parle ? Vous faites toutes vos courses, à part l'alimentaire, en ligne ? Alors sur Internet, je vais y trouver, moi et ma famille aussi d'ailleurs, parce que ça comprend mes proches, des chaussures, comme je connais ma pointure, mes jeux vidéo, mes compléments alimentaires, mon père il va y trouver ses outils pour la voiture, tout ce qui va être électroménager, je commande uniquement sur Internet. Parce que le choix en fait est plus large, le catalogue est plus large, il y a plus souvent des promotions et on trouve plus simplement ce qu'on veut sans avoir à faire 1000 détours. Et puis certes, il n'y a pas le conseil personnalisé, mais il y a des tutos quoi. Et alors, au cœur de ce qui fait que vous achetez en ligne, c'est donc quoi ? Le prix, le fait qu'il y ait plus de choix ou le fait que c'est rapidement livré ? Qu'est-ce qui est au cœur de ce choix ? J'ai noté 4 avantages sur mes petites notes. La première, c'est la rapidité. On n'a pas besoin de se déplacer en boutique et l'air de rien, ça peut faire gagner 1 à 2 heures bien gentilles, quoi.
Ensuite, en termes de conseils, on trouve beaucoup de tests et souvent ils sont plus honnêtes que certains commerçants. Ensuite, c'est un vrai support pour le pouvoir d'achat. Les prix sont moins chers, en fait, tout simplement qu'en boutique de manière générale. Et sur Internet, on a tout un univers aussi, en tant que personne individuelle. Certes, on commande, mais on peut aussi vendre. Et ça apporte une nouvelle dimension dans le commerce. Et le contact avec le commerçant, le contact humain, il ne vous manque pas? Dire qu'il me manque pas, ce serait un peu abusé, dans le sens où, par exemple, j'aime bien aller faire mes courses au marché quand je suis chez mes parents. Mais c'est vraiment pour l'alimentaire seulement. Par exemple, sur l'électroménager, non, ça me manque pas du tout parce que, par exemple, quand je vais en boutique, très rarement, j'entends des personnes conseiller des outils, des produits, et cetera. Et généralement, le conseil est un peu biaisé. On essaie de donner des produits qui sont un petit peu plus chers que ce que les personnes ont besoin, et cetera. Alors que quand on se renseigne de notre côté et qu'on connaît bien le sujet, on achète toujours des choses qui sont plus adaptées. Il y a des prix qui nous sont plus adaptés. Et ça ne se trouve que sur Internet. Monsieur Delia, on est au cœur du débat, au cœur de cette contradiction entre le fait de vouloir des centres-villes vivants et en même temps des habitudes de consommation qui changent, comme on le voit avec Thomas. Oui, en fait, on est sur du changement de consommation. Et en plus, bonjour Thomas, comme il le dit, il y a aussi les algorithmes qui poussent. Une fois qu'on va chercher un électroménager sur une plateforme, hop, du coup, on se retrouve avec tout l'électroménager qui vient sur son écran. Mais il y a aussi cette contradiction entre la jeunesse qui a besoin aussi de se retrouver en centre-ville, parce qu'il y a aussi une appartenance aussi à la collectivité dans laquelle on est, où ils vont aussi consommer autre chose, de la restauration, en soirée, de l'animation. Ils assurent aussi l'animation en cœur de ville. Mais voilà, il y a une forme de commerce qui se déplace, entre guillemets, de la vitrine à l'écran. Et en même temps, au niveau de l'alimentation, ça me fait rebondir sur une expérience qui a été faite, qui est entre les deux, dans un village que je connais bien, dans lequel j'ai été maire, où il y a une épicerie bio qui s'est mise en place et qui a mis en place aussi des casiers pour répondre à l'horaire tardif, pour que les gens puissent aussi sur Internet aller prendre leur panier de produits frais. Oui, c'est intéressant quand il a dit ça, Madame Bonnefoy, le fait que les petits commerçants aussi, peut-être qu'ils pourraient se mettre à la page et livrer, ou se mettre comme ça aussi au niveau de ces jeunes de 20 ans. Oui, bien sûr. Bonjour Thomas. Pas pour les jeunes de 20 ans. Dans mon département, il y a déjà des producteurs locaux qui se sont organisés, qui ont un site internet, et on peut tout à fait commander par internet et ensuite aller chercher ses paniers, que ce soit du bio ou pas du bio. Donc ce mode de consommation, il existe. Il faut le développer encore davantage pour une clientèle jeune ou moins jeune. Donc voilà. Après, sur la consommation en ligne, sur le prêt-à-porter par exemple, alors je pense à Shein, je dont pense on parle beaucoup dans le débat, à Temu, je pense à AliExpress, Amazon. Amazon, à tous ces produits qui sont fabriqués dans des conditions très très particulières, pour pas dire catastrophiques. Oui. Et donc l'impact environnemental qui est aussi colossal. J'ai travaillé moi dans le cadre de ma commission à l'impact environnemental justement du transport de marchandises lié à la consommation par Internet. L'ultra fast fashion. L'ultra fast fashion et tout. Donc je pense que peut-être aussi tous les publics, jeunes et moins jeunes, devraient être informés du coût environnemental que représentent les achats en ligne, parce que j'imagine, vous êtes jeune, que vous êtes sensible à la question environnementale, c'est votre avenir. Oui, et donc, ce coût en gaz à effet de serre, etc., sans parler du coût social rajouté, est colossal. Donc, continuez à consommer un peu sur Internet, mais pensez surtout au local, parce que c'est important en termes d'emploi, bien évidemment, pour l'environnement et pour le lien social. Oui, on va laisser répondre Thomas. On ira voir notre premier citoyen après qui voulait réagir. Thomas, allez-y, vous pouvez répondre à Madame Bonnefoy. Bonjour Madame Bonnefoy. Alors, personnellement, je commande jamais sur ces sites comme Shein, etc. Mais évidemment, je connais beaucoup de personnes qui le font. Et je n'irai pas dire que ce soit quelque chose que je défends particulièrement. Parce qu'on peut avoir des très bonnes habitudes de consommation sur Internet. Il y a des marques de vêtements, par exemple, qui vendent des... par exemple, ce t-shirt-là, c'est un t-shirt qui est assez rigide, solide. Bon, je l'ai payé assez cher, une vingtaine d'euros, mais par rapport à Shein, sauf que il me dure depuis des années et il est comme neuf. Donc, on peut consommer sur Internet de façon très bien et sans avoir à ruiner son éthique. Mais je peux comprendre les personnes qui commandent sur Shein parce que ça donne un peu cette illusion d'avoir un pouvoir d'achat qui est plus important, plus développé.
Et peut-être que oui, la bonne solution, ce serait vraiment des questions d'éducation, parce qu'à titre personnel, moi, je vois aucun intérêt à commander des vêtements qui vont tomber au bout de 2 jours. Mais je peux comprendre que certains s'en rendent pas compte et le savent pas et font ce choix, peut-être du coup un peu inconscient, d'aller sur ce genre de marque. Et merci Thomas pour cette réaction. Et alors, on va retourner voir notre premier citoyen qu'on avait rencontré en début d'émission. Jean-Claude, vous vouliez intervenir dans ce débat? Oui, parce que bon, je comprends que pour la jeunesse, Internet, c'est pratique, mais c'est surtout utile pour des choses que l'on ne trouve nulle part. C'est vrai qu'ils sont bien achalandés. Mais malgré tout, quand vous avez besoin d'une baguette tous les jours, il faut au moins avoir un boulanger. Si vous voulez manger des fruits, des légumes, il vous faut quand même avoir un commerce de proximité. Aujourd'hui, il y a plus la viande, c'est pareil. Si vous voulez aller chez un boucher, il faut en trouver des bouchers. Il n'y en a plus. Même à 7-10 km de chez vous, il n'y en a plus. Vous n'avez plus non plus de poissonniers. Ça n'existe plus. Donc, c'est là où c'est dramatique. Qu'on commande sur Internet, parfait, parce que c'est vrai qu'il y a des choses que vous trouvez nulle part ailleurs. Mais il y a des produits que vous avez besoin tous les jours. Eh ben, il faudrait quand même que quelque chose puisse se mettre en place. Bernard Delcros, on voit ce débat générationnel aussi sur les habitudes de consommation. Une réaction, s'il vous plaît. Oui, ce débat est très intéressant et moi je voudrais vraiment saluer le témoignage de Thomas, qui est un témoignage très nuancé, tout en de la finesse. jeunesse Ouais. et en même temps très responsable. Donc bravo Thomas et je voudrais réagir à ça. Comme on a dit que dans les années, à partir des années 80 jusqu'à 2000, l'explosion des zones commerciales en périphérie avait vidé les centres-villes, on en revient un petit peu aujourd'hui, sauf que depuis, le développement du commerce en ligne a contribué aussi à mettre en difficulté, ou peut contribuer à mettre en difficulté Avec le commerce de centre-ville. Une concurrence déloyale, on peut le dire. Je pense qu'on n'ira pas contre le commerce le commerce en ligne. C'est un progrès technique, les jeunes savent faire, c'est une facilité, il a donné ses raisons. Donc on ne reviendra pas là-dessus. Donc le problème n'est pas l'achat en ligne. Le problème, c'est d'où viennent les produits. Et Thomas l'a très bien expliqué. Et je pense que, d'ailleurs, ça se développe, les commerces de centre-ville, il faut qu'ils s'approprient aussi l'achat en ligne. Oui. Certains le font. Il faut le développer. Il n'y a pas d'incompatibilité entre favoriser le commerce centre-ville et l'achat en ligne. Je pense que c'est tout à fait compatible. En revanche, il faut, et Thomas a apporté un message vraiment qui est encourageant, il faut vraiment sensibiliser toutes les populations, et notamment tous les jeunes, à comment à d'où viennent les produits. Oui. Et tu as parlé de Temu, tu as parlé de Chine, etc. On pourrait en débattre si nécessaire. En tous les cas, ne luttons pas contre le commerce en ligne, parce que de toute façon, c'est un combat perdu d'avance. Et il y a de bonnes raisons de commander en ligne, Thomas les a rappelées. Oui. En revanche, faisons en sorte et aidons les commerçants de centre-ville à s'approprier cet achat en ligne. Et c'est exactement au cœur de la question que Thomas voulait poser. On retombe exactement sur sa question. Allez-y, on vous écoute, Thomas. Du coup, partant du postulat que le marché suit son cours, que les besoins ils évoluent, je m'étais demandé si, plutôt que de taxer les commandes en ligne, ce qui pénaliserait les Français dans leur quasi-totalité, parce que je suis même sûr que sur le plateau, tout le monde commande, est-ce qu'il ne faudrait pas, du coup, comme vous avez dit, accompagner la transition des petits commerces, voire même créer des entreprises publiques, en fait, qui auraient pour mission de service public de mettre en place la livraison pour des petits commerces et ou pour la favoriser dans des zones qui ne sont pas forcément couvertes, notamment pour les personnes âgées qui ne peuvent pas commander en ligne. Madame Bonnefoy, accompagner les petits commerces dans leur transition numérique. Oui, bravo Thomas, c'est une bonne idée. J'imaginais, dans mon département, déjà des choses se font en Charente pour des questions liées à la mobilité. Ça rejoint d'ailleurs, c'est Jean-Claude, je crois. Oui, le premier. Oui, voilà, où il y a des personnes d'un certain âge ou jeunes, mais qui, eux, sont au fin fond des campagnes et qui n'ont pas de voiture. Et donc, ils ne peuvent pas se déplacer, voire qui ont des revenus très modestes, etc. Et donc, les collectivités s'organisent pour C'est elles aussi qui peuvent accompagner cette transition vers le numérique. C'est leur rôle. Qui viennent livrer, par exemple, des paniers locaux, etc., pour qu'il puisse y avoir une alimentation. Et après, accompagner pour mettre en place le numérique. Les chambres de commerce. Oui, les chambres de commerce, chambres consulaires. Chez moi, la chambre d'agriculture met en place un site, vous pouvez commander pour l'alimentation, etc.
etc. Donc c'est des Encore choses qui sont développer ça. possibles. Mais je pense aux achats responsables. Il faut que l'acte d'achat, qu'il soit alimentaire ou pas, doit être responsable. Et on sait ce qu'il y a derrière en matière environnementale, en matière sociale, etc. C'est un acte politique fort. Jean-Marc Ça, il faut en Delia, avoir conscience. un petit mot, Jean-Marc Delia, et après on ira voir notre citoyenne suivante. En fait, c'est des mutations qui sont en train de s'opérer. Et effectivement, même on retrouve, à l'époque, moi je me rappelle, le boucher allait livrer les personnes âgées. Et il y a des choses qui se remettent en place. Moi, je le vois dans les communes, notamment dans la commune de Saint-Vallier-de-Thiers, où on a ces casiers qui permettent justement de revenir en soirée, prendre ses paniers repas. Mais il y a aussi l'électroménager. Quand on parle d'électroménager, il y a aussi la réparation de cet électroménager, l'installation de cet électroménager qui peut s'opérer. Donc il peut y avoir des commerçants qui peuvent être aussi en ligne et en même temps apporter un service derrière. Et ce service est important. Et je pense que la jeunesse est de plus en plus sensible au réemploi. Et il y a des choses qui s'opèrent de partout sur le territoire. Bien, merci. Dans ce contexte, certaines communes ont pris le problème à bras-le-corps et avec le soutien et les financements de l'État, ont réalisé de grands travaux pour réhabiliter leur centre-ville. On prend la direction du Cher, en centre-Val de Loire, pour rencontrer la maire communiste de la ville de Vierzon. Bonjour Corinne Olivier. Madame la maire, avant de nous raconter l'évolution de votre ville, Vierzon, on peut le dire, était sinistrée il y a 10 ans. Alors, tout à fait, plus que sinistré même. En 2011, nous étions à peu près à 32% de taux de vacances, donc énorme pour la ville. En 2024, nous sommes à 12%, ce qui veut dire qu'il y a eu un vrai travail de réaliser. Et notamment sur un axe principal de la ville, nous sommes maintenant à 9% de taux de vacances. Et alors comment s'est passée cette transformation? Comment on a fait? Alors, on s'est inscrit notamment dans un des programmes d'État Action Cœur de Ville, qui nous a permis d'axer notre intervention sur différents axes: le commerce, l'habitat, l'aménagement, la requalification urbaine et le patrimoine. Voilà. Ce qui nous a permis, donc, notamment via aussi des outils comme une société d'économie mixte, une SEM, c'est un peu, je serais tenté de dire, le bras armé de la ville, de reconquérir notamment des commerces. Et nous avons également un comptoir du commerce, donc, qui aide à l'installation de nouveaux commerçants. Et donc vous avez joué sur plusieurs leviers, vous nous le dites, c'est différentes choses qu'il faut actionner, l'urbanisme aussi, le fait de faire revenir les commerçants, tout ça, il fallait jouer ensemble. Voilà. On a recentré aussi, je serais tenté de dire, vraiment sur le cœur de ville, que Vierzon a une particularité, est très étendue. Oui. C'est 75% de la superficie de Paris intramuros. C'est la réunification de 4 villages qui avaient tous leurs commerçants, leurs boulangeries, leurs fleuristes, leurs pharmacies. Donc il a fallu recentrer un petit peu tout ça, tout en sachant quand même que les quartiers ont encore tous leur boulangerie, leur pharmacie. On est encore sur cette dynamique-là, on va dire. Ouais. Mais on a bien recentré quand même le commerce en centre-ville, et vous avez les images de la rue principale de la ville. Oui, on voit les images que vous avez tournées pour nous, on vous en remercie. Vous diriez que le avant-après est spectaculaire en 10 ans? Alors, ça a changé complètement la physionomie de la ville, mais il y a eu aussi de grands projets d'urbanisme qui ont redonné une dynamique totale au cœur de ville. Et c'est un tout. Il faut amener des commerces, mais également des activités. On a, par exemple, une microfolie dans un de nos bâtiments emblématiques de la ville, qui était l'ancienne poste, qui a été retransformée. Et tout ça a été travaillé dans le cadre de Action Cœur de Ville. Alors, Microfolie, on va expliquer, c'est donc l'ancienne poste qui a été transformée en centre culturel. Vous le dites aussi, l'offre culturelle, elle a son rôle à jouer pour redynamiser ce centre-ville. C'est ça, donc c'est l'espace Maurice Rollina, où il y a une microfolie et donc un espace numérique où nous faisons régulièrement des expositions, quelles qu'elles soient. Ce sont actuellement, il y a des souffleurs de verre, mais ça peut être aussi de la peinture, plein de choses différentes. Un accès donc gratuit à ce musée, et donc avec une place qui jouxte ce musée où il y a le marché hebdomadaire. Donc c'est vraiment des activités très, très complètes en cœur de ville.
Oui. Alors, il y a 2 autres leviers sur lesquels vous pouvez jouer. C'est sur la taxe d'habitation sur les logements vacants pour pousser les propriétaires à louer ou à vendre. Également les parkings que l'on peut rendre gratuits. Vous le dites donc, les maires ont des choses qu'ils peuvent faire très concrètes, c'est bien ça? Alors oui. Alors justement, sur la taxe sur les logements vacants, c'est quelque chose qu'on a mis en place en 2024. Parce qu'on avait fait le constat qu'il y avait beaucoup de logements vides qui s'abîmaient, qui sont des vraies verrues en centre-ville. Donc on a mis cette taxe sur les habitations logements vacants pour inciter les propriétaires ou à faire des travaux sur ces logements ou à les vendre s'ils ne pouvaient pas faire de travaux. Donc ça, c'est un premier dispositif que nous avons mis en place. Et le second, effectivement, c'est un choix politique, mais depuis de nombreuses années. Les parkings à Vierzon sont gratuits, ce qui facilite aussi aux usagers et aux habitants de venir voir les commerces de ville et venir acheter dans les commerces de cœur de ville. Et alors, vous avez préparé une question pour nos sénateurs, on vous écoute. Alors oui, c'est des questions pour nos parlementaires. Comment aussi ils peuvent nous aider à garder nos services publics, parce que je crois que là aussi, il y a des vrais enjeux pour les villes, alors que ce soit la Poste, où on a quand même de plus en plus de difficultés avec des fermetures de petits bureaux de poste, justement. Comment on nous aide à garder ces services publics en cœur de ville. Merci, Madame la maire. Avant peut-être une réponse, juste un exemple type, il y a quelques années, alors c'est France Travail, c'était anciennement ANPE, qui cherchait de nouveaux locaux et ils voulaient se mettre en périphérie de ville. Et il y a eu une vraie bagarre pour que ce soit installé en cœur de ville, parce que justement, pour les personnes qui cherchent de l'emploi, si on met les services à plusieurs kilomètres, ça ne facilite pas pour les personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion notamment. Donc c'est des vrais enjeux de garder nos services publics en cœur de ville. Merci Corinne Olivier, merci pour votre témoignage. Restez bien avec nous, on va faire réagir en plateau. Bernard Delcros, il y a beaucoup de choses dans ce qu'on a entendu dans ce témoignage. Par où est-ce que vous voulez commencer? Est-ce qu'on commence par la fin? Les services publics, l'importance de la part de l'État de maintenir les services publics en centre-ville, parce que ça fait aussi de l'activité. Ah oui, alors permettez-moi d'abord de saluer l'exemple qui vient de nous être démontré par Madame Olivier, la maire de Vierzon. Parce que, je vais revenir sur les services publics, mais tout d'abord, redynamiser les centres-villes, ce n'est pas seulement l'affaire des commerces. Ça repose sur 2 choses. Ça repose sur une volonté politique locale, on l'a évoqué et on en a une belle démonstration ici, mais ça repose aussi sur une politique globale. Et Madame la maire l'a bien indiqué, c'est le commerce, c'est le logement, c'est la mobilité, c'est les services publics, c'est la culture, avec les microfolies. Donc c'est une offre globale que l'on doit apporter en centre-ville. Et évidemment, ça pose la question des services publics et de la localisation des services publics. Et on ne peut pas vouloir redynamiser un centre-ville avec des actions sur l'habitat, sur l'urbanisme, sur le commerce et exporter, si je peux dire, des services publics en périphérie. Donc vous avez tout à fait raison. Et parmi les services publics, alors, c'est peut-être pas le cas à Vierzon, c'est une grande ville, je ne sais pas. En tous les cas, il y en a aussi dans les villes. Il y a le dispositif des maisons France Service qui vient remettre de l'humain dans les relations, au cœur des relations entre les usagers, les habitants et un certain nombre de services publics. Je pense que ces maisons France Service, quand il y a une volonté locale de la mettre en place, il faut qu'elles soient situées en centre-ville. Parce que redynamiser le centre-ville, c'est en fait amener des habitants pour habiter ou pour accéder à des services en centre-ville. Donc je partage tout à fait l'orientation et le point de vue qui a été exprimé par la maire de Vierzon. Madame Bonnefoy, vous avez travaillé sur l'action Cœur de Ville, donc ce programme dont a bénéficié Vierzon. On voit la place notamment de la voiture en centre-ville, l'idée d'avoir ces stationnements gratuits, mais donc aussi un tout-voiture. Est-ce que vous validez cela ? Tout d'abord, je voudrais moi aussi féliciter Corinne pour son dynamisme, sa volonté. On voit bien que quand il y a une équipe municipale qui est volontaire, elle est accompagnée bien évidemment par les différents programmes, comme là, Cœur de Ville, on arrive à faire des choses. Donc voilà, bravo le financement pour ça. de l'État aussi, on peut le dire. Le financement de l'État, bien sûr. Donc vous parliez des services publics, etc. Alors moi, je pensais à
Le grande surface qu'on a construit pendant des années à l'extérieur, et qu'on continue d'ailleurs, c'est quand même un certain nombre, et services publics qu'on est allé, j'en connais, installer sur les parkings des grandes surfaces. Donc on a fait nombre d'erreurs en vidant les cœurs de ville pour mettre à l'extérieur pour justement le tout voiture. Parce qu'il y avait les parkings des grandes surfaces, etc., etc. Donc, il faut bien évidemment, y compris des écoles, voire des écoles primaires, parce que pour les parents, c'est plus facile, on va directement, on prend le contournement, les ronds-points, puis pof, on est sur le parking pour poser tranquillement les enfants. Non, il faut garder les services publics en cœur de ville, les écoles, les médecins, bien sûr, en espérant qu'il y en ait, et la poste, enfin, tous ces services publics-là, pour faire en sorte que quand les gens vont dans les services publics, ils vont acheter une baguette de pain, ils vont chez le coiffeur, ils se baladent dans la ville et ils consomment. Donc ça, c'est extrêmement important, d'où l'intérêt de cette politique cœur de ville sur les parkings. Non, oui, un dernier mot de M. Delia sur les parkings. On le dit, il y a maintenant des villes qui ferment l'accès aux voitures en centre-ville avec les zones à faible émission mobilité. Oui. Est-ce qu'il va y avoir une question de la mobilité très rapidement qui va se poser aussi pour dynamiser les centres-villes ? Complètement. L'enjeu, c'est aussi le parking pour pouvoir accéder facilement au centre-ville. C'est vrai que rendre des centres-villes piétons, c'est bien, mais s'il y a une difficulté pour s'y rendre, c'est difficile. Exactement. Et comme a dit Madame le maire, que je salue avec le travail, c'est un travail vraiment, j'allais dire, pugnace, de gérer une collectivité en tant que maire, une volonté avec son équipe municipale de s'attacher à faire vivre aussi cette action cœur de ville. Oui. Parce que c'est de l'ingénierie, mais aussi il faut l'appliquer. Et c'est vrai que là, vous avez mis tous les ingrédients, le parking gratuit, de l'animation en cœur de ville et une foncière. Il ne faut pas oublier la SEM, une foncière qui permet justement de prendre la main sur les fonds de commerce et d'harmoniser aussi ce commerce en centre-ville pour qu'il y ait une concurrence qui se fasse de manière, j'allais dire, douce et que les habitants puissent venir facilement. Un dernier petit mot et puis on ira voir notre dernier citoyen. Oui, je voudrais en profiter pour passer un message. Allez-y. Parce que la maire de Vierzon a dit on était dans une opération cœur de ville. Et donc, franchement, il y a 3 dispositifs, 3 programmes nationaux, Action cœur de ville, Petite ville de demain et plus récemment Village d'avenir, qu'il faut absolument pérenniser. Parce qu'ils viennent donner des moyens pour avoir de l'ingénierie locale, de l'animation locale, des managers de centre-ville. Donc c'est un combat que nous mènerons pour poursuivre ces programmes qui aujourd'hui produisent des résultats sur le terrain. Et on les voit, ces résultats, très rapidement. Une toute petite chose sur les mobilités. Il faut penser, pour la question environnementale, il faut penser mobilité propre. Donc j'entends bien que c'est facile de prendre sa voiture pour devant le magasin, pour aller acheter. Mais donc, je crois qu'il faut, sur les questions de mobilité, repenser les mobilités au regard des questions environnementales et mobilité propre et le transport collectif, etc. Donc ça ne passe pas nécessairement toujours par des parkings, etc. Et merci Madame la maire d'avoir participé à cette émission, accepté de témoigner. Nous, on va rencontrer notre dernier témoin dans cette émission et on continue avec des solutions pour avancer face à ces difficultés des centres-villes. On va rejoindre William Leroy. Bonjour William. Et on retourne en Bretagne avec vous. Votre épicerie, restaurant est le dernier commerce dans votre commune. Public Sénat qui s'est rendu dans votre établissement. On regarde ce reportage de Clément Guillonneau. De loin, rien n'a changé, mais depuis un an, ce village revit. Épicerie, dépôt de pain, bar-restaurant et même relais de poste et colis. Dans ce commerce ouvert par William Leroy, tout est possible, ou presque. C'est tout bête, mais une personne qui vient chercher un colis va discuter, va acheter une baguette de pain, va acheter une boîte de conserve, va boire un café. Donc c'est tout ça en fait c'est un regroupement de tout ça qui nous va très très bien, quoi. Donc ce que les gens recherchent aussi. Avant l'ouverture du Tibrez l'année dernière, Bréal-sous-Vitré a passé près de 5 ans sans commerce. Alors l'établissement de William a immédiatement conquis les habitants. Nous, on n'avait plus rien en pain, en épicerie, donc des petites courses, le pain que je viens chercher régulièrement. Et puis voilà, ça évite de prendre la voiture. Vous êtes 6, c'est ça Oui, on est 6. Je vous ai mis là-bas. Mais au-delà du côté pratique, au vu des nombreux services proposés, les Bréalais remarquent surtout que cela a permis de recréer du lien social. Surtout pour les anciens, je pense que ça leur crée du lien, ça leur fait un point de chute pour reboire le café ensemble, parce que sinon ils s'isolent. Il y a une proximité qui s'est recréée entre les habitants de Bréal, il y a une convivialité quand on vient ici, on mange super bien. Un petit verre au bar, les copains, tout ça.
petits restaurants, les petites soirées qu'il fait, c'est super. Ouais. Ça revit la commune. Un constat partagé par la municipalité qui a financé ce projet de 900 000 €. Une fois qu'on a décidé de ce qu'on voulait faire, on l'a co-construit avec William, ce qui fait que le projet normalement répond à ses besoins et à ses attentes, et aussi aux Bréalais, puisqu'il y a eu des enquêtes de fait auprès des Bréalais pour savoir ce qu'ils voulaient trouver comme service. On a atteint nos objectifs et je le vois dans les gens qui viennent en fait, dans les gens que je rencontre, qui me disent voilà, on a un lieu où on se voit, on peut se croiser, tiens, on va aller boire un café, qu'avant on n'avait plus du tout. Un an après l'ouverture, des centaines de clients venus du village et ses alentours ont déjà poussé la porte du Tibrez. William Leroy a pu embaucher un cuisinier et envisage pour les prochains mois de développer une activité de traiteur. Et bonjour William, merci de nous avoir rejoints dans cette émission. Alors avant, vous travailliez dans une usine et lorsque vous avez vu l'appel d'offres de votre mairie, vous avez décidé de candidater et de reprendre donc ce commerce. Vous dites avoir réalisé un rêve, racontez-nous. C'est ça, absolument, ouais. Donc la mairie recherchait quelqu'un pour créer vraiment cette épicerie, cet endroit de vie en fait. Et de suite, j'ai postulé avec mon ami. Notre candidature a été acceptée quelques semaines après. Donc on a pu travailler avec la commune sur les plans, sur la décoration, etc. et sur ce qu'on voulait absolument faire. Et on voulait vraiment créer un lieu de rencontre. C'était très, très important pour la commune et pour moi aussi. Et un maximum de services de proximité, justement. Donc, ça s'est fait comme ça, tout naturellement. Et puis, et mettre en avant aussi cette partie restauration, parce que moi, je viens de la restauration, et vraiment ce lieu de rencontre du matin au soir. Ouais. Et on le voyait dans le reportage de Clément Guillonneau, vous faites beaucoup de choses. Hein. Il y a même les bouteilles de gaz, le dépôt de pain, relais colis, les jeux de grattage, le restaurant. C'est donc forcément, vous le dites aussi, des amplitudes horaires et beaucoup de travail. Ouais, on est obligé de faire ça. On est dans un petit village, on est 650 habitants à peu près. La ville la plus proche, on est à 15-20 minutes. Et dans un petit village, on a beaucoup du troisième âge et qui n'ont pas, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, pas de véhicule. Donc, on est obligé de proposer un maximum de services. Donc, après les heures, ça c'est que moi, ça ne me regarde que moi. Je le savais déjà avant de commencer. Mais on est obligé de proposer un maximum de services et donc voilà, pour attirer un maximum de personnes aussi. Moi, ce qui est sympa, c'est que je prends l'exemple de l'épicerie. Quand j'ai Hubert qui vient le matin à l'épicerie, il va rencontrer Sylvie qui est boire son petit café. Et ben, ils vont boire leur café ensemble. Et moi, ça, j'ai gagné. C'est super. Et William, c'est viable ce modèle? Est-ce que vous réussissez à vous faire un salaire à la fin du mois? Non. Là, non. On commence, ça fait 1 an. On commence à faire on a de la trésorerie, etc. On commence tout doucement à bien travailler, à développer la restauration, parce que c'est vraiment cette partie-là qui va nous faire gagner notre vie, en fait. C'est pas sur l'épicerie ou sur à côté, c'est vraiment sur la restauration. Donc, on commence vraiment à bien travailler depuis quelques mois, on va dire. Donc là, pour début d'année, ça va être envisageable. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à William, monsieur Delia? C'est un concept aussi que j'ai pu voir. On voit qu'il y a quand même un choix politique de la collectivité de porter un projet comme ça, qui est quand même coûteux, mais qui apporte aussi cette convivialité, j'allais dire ce cœur de village qui est essentiel. C'est très important, oui. Et donc c'est un choix, c'est-à-dire au lieu d'aller peut-être opérer un investissement ailleurs, on l'opère sur ce commerce. J'avais une question à poser à William. Bonjour. C'était, comment s'est passé le lien avec la collectivité? Est-ce qu'il vous accompagne par rapport au loyer, je suppose, que vous versez pour que vous puissiez justement vivre de votre travail? Oui, tout à fait. Avec la commune, tout s'est très très bien passé. On a eu quelques mois de gratuité ici, tout à fait. Et puis on a été accompagné aussi par la CCI. J'ai pu avoir un accompagnement direct avec eux pendant 2 ans, le temps des travaux. Donc là-dessus, j'ai rien à dire. C'était parfait. On entendait que c'était un coût dans le reportage. 900 000 € pour la collectivité. Ça les vaut, Madame Bonnefoy, selon vous? Ah oui, bien sûr. Bonjour William. Bien sûr que ça les vaut 900 000 €. On voit d'autres projets qui coûtent aussi cher, voire davantage, et qui probablement apportent moins. Parce que là, ce qui est quand même important, c'est le lien
faire sortir les gens de chez eux. Ils se retrouvent à la fois parce qu'il y a des services et ils sont nombreux, vous l'avez dit, mais aussi parce qu'ils se parlent, ils s'écoutent, ils se rencontrent, que ce soit des jeunes, on en a vu, que ce soit des moins jeunes. Et donc ça, c'est chouette, quoi. Donc si on veut des villages, si on veut des communes vivantes, c'est ce type de commerce qu'il faut mettre en œuvre. Alors, c'est des amplitudes horaires importantes, vous l'avez dit, mais en même temps, on voit que vous avez la fibre, que vous aimez ça, vous avez choisi, la commune a investi, donc il y a tout. Maintenant, il faut évidemment que vous puissiez en vivre aussi, ça c'est important, parce que sinon, ça ne peut pas le faire. Donc, pour en vivre, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, l'acte d'achat, c'est un acte politique, un acte citoyen, un acte politique majeur. Donc, les gens doivent en prendre conscience. Il faut que les gens en prennent conscience qu'en venant chez vous, ils participent à la vie de la commune et donc à vous faire vivre vous, mais surtout à faire vivre la commune, etc. etc. Donc ça, c'est fondamental. On va arriver vers la fin de cette émission, M. Delcros, mais on le voit, vous l'avez dit au début, c'est aussi important, la qualité des porteurs de projets. Il y a la volonté politique, mais il y a aussi la volonté des personnes qui, au jour le jour, ensuite font vivre ces projets. Bien sûr, et merci à vous pour ce témoignage, et ça me parle et ça me touche, encore une fois, parce que je crois entendre les commerçants de mon village. Et vous avez rappelé à juste titre, et ça, on le vit au quotidien, c'est qu'un commerce, le dernier commerce dans un village, dans une commune, mais c'est plus qu'un commerce. C'est un lieu de vie, c'est un lieu de relations humaines, de lien social. C'est l'endroit où les gens se retrouvent, se donnent les nouvelles un peu du pays. Le petit qui est né dans une famille de jeunes qui vient d'arriver ou la personne âgée qui est décédée. C'est ce qui fait que finalement les habitants vivent ensemble, on fait communauté dans ces villages grâce au commerce, parce que c'est là qu'on se rassemble. William, vous voulez réagir à tout ce qui a été dit en plateau? Allez-y, on vous écoute. Moi, je voudrais mettre en avant aussi tout ce qu'on fait pour nos retraités, c'est-à-dire que nous, on fait de la cuisine pratiquement maison. Mais on fait le portage aussi de nos anciens, c'est-à-dire moi, tous les matins, je prépare des repas, soupe, entrée, plat, dessert maison pour nos anciens, parce que nos anciens ici, ils n'ont pas de véhicule. Donc c'est super important de créer aussi tout ça. Et merci William pour ce témoignage dans cette émission. C'est donc la fin de cette émission. Un dernier tour de table sur les leçons, ce que vous avez retenu de ces 5 Français qui étaient avec nous pendant cette émission. Monsieur Delia. Voilà, ma réaction, c'est effectivement, on le voit quand un commerce ferme dans une commune, c'est terrible. Et en même temps, on voit qu'il y a quand même une action collective qui se met en place. On a les actions cœur de ville, on l'a rappelé, petite ville de demain. Et vous-même, vous consommez dans les petits commerces de centre-ville? Oui, on y va. Puisque déjà, moi j'habite dans un village, donc dans mon village, je vais dans ce commerce. Mais ce que je voulais dire pour terminer, finalement, l'exemple de William, c'est qu'en fait, William, on a la toile numérique et on a la toile humaine. Et William représente cette toile humaine qu'on a besoin de préserver dans nos villages. Et le mot de la fin, M. Delcros? Je voudrais dire que franchement, c'est très encourageant. Tout ça, ça nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Et je pense qu'il ne faut absolument pas baisser les bras. Et grâce à tous ces témoignages, on peut réussir à reconquérir le commerce de centre-ville, de centre-bourg, mais aussi dans les petits villages. En tous les cas, nous serons toujours aux côtés des gens qui prennent des initiatives. Peut-être que William peut rencontrer Jean-Claude et donner des conseils. Déjà, ils sont rentrés dans cette émission. C'est la fin de cette émission. Merci. Et nous nous battrons au Sénat pour permettre que cela réussisse. Merci à nos Françaises et Français qui ont participé à ce débat. Merci à vous 3 sénateurs en plateau. Un grand merci aussi à nos équipes techniques et éditoriales qui ont permis de réaliser ce dialogue citoyen. Notre émission qui est à retrouver sur publicsénat.fr et aussi sur toute bonne plateforme de podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou X. On partage bientôt notre prochain thème d'émission pour vous faire réagir. À très vite sur Public Sénat. Je trouvais que c'était très intéressant, ça a le mérite d'exister et je pense qu'on ne peut pas faire mieux honnêtement. Très intéressant, sur le côté vie que les commerces, c'est la vie des communes.